Bonjour à tous, merci Anne pour cette introduction. Merci au comité d'organisation pour cette invitation qui m'honore. Je suis ravi d'être en charge de la plénière des premières IJNLF virtuellement à Lyon. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner les relations complexes entre, disons, les sciences de l'esprit et les arts culinaires. Et j'ai donc intitulé la présentation L'aliment comme représentation mentale quand les sciences cognitives s'invitent en cuisine. Une invitation sollicitée ou non, nous en discuterons dans quelques instants. Un mot tout d'abord sur l'Institut Paul Bocuse, où j'ai le plaisir de travailler, qui est une école en management de l'hôtellerie et de la restauration, et qui a pour spécificité d'accueillir en son sein un authentique centre de recherche dédié à l'étude interdisciplinaire et intégrée du comportement alimentaire humain, mais aussi des déterminants du plaisir alimentaire. Et dans ce centre côtoient ou se côtoient des chercheurs en sciences cognitives, en nutrition, en sciences sociales, en sciences des aliments également, mais également des professionnels des arts de la table ou encore des arts culinaires. Et l'idée est d'explorer tout le gradient de la recherche la plus fondamentale sur les mécanismes de la perception des aliments ou du goût, comme les projets que je pourrais évoquer aujourd'hui, jusqu'à des interventions très concrètes pour améliorer le bien-être de différentes populations. Alors, l'idée effectivement d'une collaboration entre sciences ou entre scientifiques et cuisiniers n'est pas neuve. Je vous ai mis deux citations classiques d'hommes illustres, Auguste Escoffier et Brillat Savarin. Et vous allez voir un petit peu la représentation que se faisaient ces personnes-là de la science susceptible de stimuler l'innovation culinaire. Escoffier nous dit la cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique et devra soumettre ses formules empiriques trop souvent encore à une méthode et à une précision qui ne laisseront rien au hasard. Et puis Brillat-Savarin, un peu plus tôt, dit quelque chose à peu près dans le même goût, puisqu'il nous dit que ceux qui viendront après nous en sauront davantage, et il n'est déjà plus permis de douter que la chimie ne leur révèle les causes ou les éléments primitifs des saveurs. Alors tout ça, ça sent bon les sciences de la nature, les sciences exactes, et donc ça va dans le sens de ne rien laisser au hasard, ne rien laisser à l'empirie. Mais dans ce que j'évoquerai aujourd'hui, vous verrez que le hasard dans la perception du goût comme dans la perception des aliments a toujours sa place et que ces mécanismes sont vulnérables à différentes sources de variabilité qu'il est bon de se représenter si l'on veut progresser dans les arts culinaires. Cette idée est vieille, mais a eu un regain d'intérêt, disons, dans les années 90, avec un courant dont vous avez tous entendu parler, qui est le courant de la gastronomie moléculaire. C'est à peu près le même projet que celui que décrivait Escoffier ou Brillat-Savarin, c'est-à-dire que des scientifiques voulaient constituer une science du goût à partir de l'étude physico-chimique des aliments et des transformations culinaires. Entreprise louable, mais nécessairement incomplète, comme j'essaierai de le montrer, en raison de la nature même du goût des choses. Et oui, certains neuroscientifiques, comme Gordon Shefford de Yale, qui a écrit un livre qui s'appelle Neurogastronomie. Donc, Gordon Shefford, c'est un spécialiste des neurosciences de l'olfaction. Et dans ce livre, Gordon Shefford nous dit oui, mais le goût des choses, finalement, n'est pas une propriété des aliments, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai que quand on fait référence au goût d'une tarte au citron, on fait référence à la tarte au citron, pas à autre chose. Mais c'est pas une propriété de la tarte au citron, c'est une propriété relationnelle, c'est-à-dire que l'expérience globale lors de la dégustation d'une tarte au citron, c'est le résultat d'une intégration et d'une pondération de différents types d'informations sensorielles, mais pas uniquement, comme on le verra. Et donc, c'est en partie et en grande partie une création de notre esprit, de notre cerveau, de notre système cognitif, comme le dit Schaeffer. Donc, ça signifie que l'objectivité qui semblait être recherchée dans la cuisine par Escoffier et Brillat-Savarin
eh bien, elle est déjà un petit peu menacée par la nature du goût lui-même, puisque c'est une propriété toute subjective. Alors, elle pourrait ne pas varier d'un individu à l'autre, mais on va voir que c'est loin d'être le cas. Donc, si l'on abandonne l'objectivité du goût, est-ce que la science du goût, telle qu'elle était décrite par ces deux éminents écrivains et amateurs de gastronomie, cette science du goût est-elle toujours possible? Alors pour répondre à cette question, bon, on n'y répondra pas complètement, mais pour répondre à cette question, mieux vaut analyser le terme de goût que le terme de science, puisque c'est pas une conférence de philosophie des sciences. Et le goût, c'est un mot qu'on emploie quotidiennement, mais qui est intrinsèquement ambigu, puisque ça peut faire référence à notre expérience quotidienne, le goût d'un gâteau, par exemple, mais ça peut faire référence également à une modalité sensorielle très spécifique qu'on appelle la gustation. Et la gustation, donc, c'est le contributeur le plus attendu au goût des choses, en raison de l'homonymie, tout simplement. Et en réalité, c'est une modalité sensorielle assez limitée, elle se limite à la détection du sucré, du salé, de l'acide, de l'amer et de l'umami, comme vous le savez peut-être déjà. Et ce qui est intéressant, c'est que la capacité à détecter et à discriminer entre ces goûts fondamentaux, associés à des récepteurs que l'on connaît désormais, eh bien, se couplent avec une valence émotionnelle associée à ces goûts que l'on peut deviner sur les visages de bébés que je vous ai mis. Vous voyez que les réponses à une solution sucrée en haut, les expressions faciales associées sont bien différentes de la réponse à une solution amère qui semble être tout à fait déplaisante. Et il y a d'ailleurs une théorie évolutionniste à ce sujet qui dit que voilà, c'est un signal d'alarme. Hein. Après la barrière orale, l'amertume peut signaler un manque de maturité ou une toxicité de l'aliment que l'on est en train de consommer. Alors même si la gustation est le contributeur le plus attendu au goût des choses, il semblerait, du moins il y a un consensus qui est en train d'émerger, que ce soit pas le contributeur principal. En effet, pour beaucoup de neuroscientifiques ou de spécialistes de la perception du goût, le goût des choses dérive surtout du système olfactif et plus particulièrement d'une des sous-modalités de l'olfaction qu'on appelle l'olfaction rétronasale. Alors les récepteurs sont les mêmes hein, pour l'olfaction rétro et orthonasale, c'est simplement que les chemins sont différents. Et des fois, c'est le chemin le plus important. Ça correspond, cette distinction entre olfaction orthonasale et rétronasale, à la distinction entre flairer quelque chose et expirer pour avoir accès aux arômes de quelque chose. Donc, prenez un exemple pour la rétro-olfaction. Vous pouvez prendre l'exemple du vin. Vous buvez un verre de vin, prenez une première gorgée, éventuellement vous mettez un petit peu d'oxygène en insufflant et vous avalez. Et c'est au moment de l'expiration que les qualités de votre breuvage vont vous être révélées. Si par contre la tâche est différente, qu'il s'agit plus d'une dégustation de vin, mais plutôt de vérifier la fraîcheur d'une tranche de jambon, en aucun cas, de façon spontanée, vous metteriez la tranche de jambon dans votre bouche. Vous allez plutôt avoir un comportement de flairage, parce que c'est plus sûr, pour vérifier la fraîcheur du jambon. Donc le flairage, c'est l'ortho-olfaction. L'expiration, c'est la rétro-olfaction. Donc, il y a des petits tests que vous pouvez faire chez vous pour vérifier l'efficacité ou la véracité de tout ce que je vous raconte. Et c'est intéressant parce que quand on croit travailler sur un objet de recherche spécifique comme l'olfaction, un objet de recherche peut-être simple, puisqu'il s'agit d'une modalité sensorielle, ce n'est pas encore trop compliqué à ce niveau de la hiérarchie du traitement perceptif, disons, eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des degrés de complexité que l'on n'envisageait pas. Cette différence entre ortho-olfaction et rétro-olfaction, c'est pas simplement une différence anatomique, c'est aussi une différence fonctionnelle. Une expérience que j'aime bien, réalisée par le professeur Debra Zellner à l'université de Montclair, aux États-Unis, a montré que les jugements d'intensité étaient différents en condition orthonasale comparée à la condition rétronasale. En gros, on vous donne 5 petites solutions avec des gradients de couleur plus ou moins foncés, en raison d'un colorant, mais également aromatisées, c'est-à-dire qu'elles sont toutes aromatisées de la même manière. Si on demande à des sujets de juger de l'intensité aromatique des solutions, en conditions orthonasales, c'est-à-dire simplement en flairant, ils vont avoir tendance à juger la solution la plus colorée comme étant la plus intense aromatiquement. Bon, c'est assez peu surprenant.
Par contre, ils ont répliqué cette expérience en conditions rétronasales cette fois-ci. Et là, aux surprises, ils ont obtenu le résultat absolument inverse, c'est-à-dire que c'était la solution la moins colorée qui était jugée comme étant la plus intense aromatiquement. Bon, ils ont faux dans les deux conditions, puisque toutes les solutions sont aromatisées de la même manière. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'influence de la couleur sur les jugements d'intensité semble être complètement différente en conditions orthonasales et rétronasales, ce qui témoigne d'une différence aussi fonctionnelle. Alors, il y a plein d'hypothèses qui permettent de donner un sens à ce phénomène. Je vous les épargne. Ce que ces résultats nous invitent à faire, c'est à intégrer des facteurs cognitifs de plus haut niveau. C'est pas qu'une affaire de modalité sensorielle et de sensation. Et il y a des effets d'attente perceptive et des effets de représentation de la source de la stimulation. Un des ingrédients d'une explication de ce phénomène, c'est le fait que la barrière orale est une barrière de protection, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la cavité orale n'est pas traité de la même manière que ce qui se passe au niveau distal, par exemple, dans un comportement de flairage. Ça pourrait être en partie expliquer cette importante différence dans les jugements d'intensité. Mais au-delà de l'intérêt scientifique de cette expérience a aussi un intérêt pour venir taquiner certaines normes de la gastronomie. C'est vrai qu'on entend souvent comme règle ou comme mantra pour les dressages de plats gastronomiques, même dans les émissions de télé, qu'il faut beaucoup de couleurs dans l'assiette, qu'il faut donner envie à ses clients avant tout. Et en fait, on le voit bien avec l'expérience du professeur Zellner, c'est pas si clair que ça, parce que plus on met de couleurs, plus on engendre, on suscite des attentes perceptives très très fortes. Et lorsque ces attentes sont déçues en bouche, on peut avoir des effets très contre-productifs sur la perception et l'expérience client. Et je pense que c'est aussi pour ça que certains chefs s'écartent un petit peu de ces mantras culinaires pour privilégier des plats énigmatiques, des objets culinaires non identifiés, comme cette peau de lait que je prends souvent pour exemple de Michel Troisgros. Et c'est vrai que quand ça arrive, bon, on ne sait pas très bien quel goût ça va avoir ni quelle texture. Du moins sur la base de l'apparence visuelle, c'est pas clair. Et peut-être que c'est là le succès du plat, puisque ça laisse toute sa place à la surprise aromatique lors de la dégustation effective. Alors, je vous ai parlé de deux contributeurs à la création de la représentation multisensorielle du goût des choses par votre esprit. Euh, J'aimerais faire un petit aparté méthodologique à partir d'une citation d'un philosophe qu'on cite pas trop souvent dans le domaine du goût. C'est un philosophe de l'esthétique, un philosophe du sublime, Edmund Burke, à la fin du XVIIIe siècle. Alors c'était à la mode à l'époque de faire des théories du sublime, mais il a tout un ensemble de sections qui portent sur la possibilité du sublime dans le domaine du goût et de l'olfaction, qui sont des modalités sensorielles quand même assez dépréciées, assez peu nobles. Il nous dit tout d'abord qu'il arrive quelquefois qu'une partie évidente pour un de nos sens est plus obscure pour un autre. Et de façon plus importante, il nous dit que lorsque ces sens se réunissent par un concours évident, nous pouvons parler de chacun d'eux avec plus de certitude. Et j'ai trouvé cette remarque intéressante sur le plan méthodologique, puisque c'est ce que l'on fait dans mon petit groupe de recherche. On étudie les modalités sensorielles, le processus de perception multisensorielle du goût, en regardant les relations entre des modalités sensorielles différentes. Et je vais vous montrer un exemple d'un projet sur les interactions visuo-auditives qui participent à notre représentation de la fraîcheur des boissons. Donc c'est cette thèse à gauche ici, réalisée par Jérémy Rock il y a quelques années, sur la perception de la fraîcheur dans les boissons. C'était une thèse qu'on avait montée avec le centre de recherche de Pernod Ricard. Pernod Ricard savait que leurs nouveaux consommateurs voulaient des boissons plus fraîches, mais ils ne savaient pas ce que c'était que la fraîcheur. Il semblait que c'était quelque chose de multisensoriel, parce que c'était pas strictement dépendant de la température, il y avait des paramètres olfactifs, de texture, de goût, etc. Et il nous avait demandé donc de travailler sur les marqueurs perceptifs de la fraîcheur des boissons et éventuellement d'exploiter un mécanisme pour augmenter la fraîcheur perçue de ces boissons-ci. Il y a un autre projet en cours sur la perception de la naturalité des arômes où on exploite le même type de mécanisme, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais donc essentiellement parler de ce projet pour Pernod Ricard, et c'est vrai que ce projet était intéressant parce que on manipulait des modalités sensorielles moins attendues que l'olfaction et la gustation.
quand il s'agit de comprendre le goût des choses. On manipulait notamment l'audition et les propriétés visuelles de certains stimuli. Et pour ce qui est de l'audition, de l'ouïe, c'est une intuition qu'on trouve déjà chez Paul Bocuse lui-même, puisqu'il disait qu'un bon vin contentait parfaitement tous les sens, la vision par ses couleurs, l'odorat, le toucher, le goût, et aussi l'ouïe par son glouglou, c'est-à-dire qu'il avait l'intuition que le bruit d'un breuvage lorsqu'on le sert, ou lors d'une dégustation, ou pareil, le bruit que fait un aliment lorsqu'on le mastique pour le manger, pouvait moduler notre perception de la qualité de cet aliment, de cette boisson. Cette intuition, évidemment, c'est pas parce que c'est Paul Bocuse qui l'a dit que c'est vrai, mais ça s'est vu confirmé par des études en perception récemment, notamment une étude de Charles Spence sur la croustillance. Et je vous ai retracé aussi les origines du glouglou dont parlait Paul Bocuse pour vous amuser. Donc voilà l'étude dont je parlais, c'est-à-dire qu'elle est venue confirmer scientifiquement cette intuition de Paul Bocuse. Ils ont montré, Charles Spence et Massimiliano Zampini à Oxford en 2004, que notre perception de la fraîcheur d'une chips était modulée par le son que faisait la chips lorsqu'on l'a dégustée, puisqu'en manipulant ce son, on pouvait moduler la fraîcheur perçue. Et pour ces travaux, ils ont reçu la parodie du prix Nobel, le Ig Nobel, qui reste somme toute assez prestigieux, mais qui souligne le caractère un peu baroque et original de leur recherche. Alors, comme le disait Burke, des fois, quand on étudie les modalités ou les sens en parallèle, ils peuvent s'expliquer dans leur interaction, plus qu'indépendamment, enfin, plus que si on les étudiait indépendamment. Et un exemple d'interaction qui est devenu un hot topic en sciences cognitives, c'est le mécanisme de correspondance cross-modale. Et c'est de ça dont je vais vous parler, puisque c'est ça qu'on a exploré dans la thèse sur la fraîcheur pour Pernod Ricard. Alors, c'est un mécanisme assez fondamental, d'assez bas niveau, illustré ici par un effet dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'effet Bouba-Kiki. Et en fait, les correspondances cross-modales, ce sont des associations non arbitraires, non idiosyncratiques, stables culturellement pour la plupart, entre des propriétés dans une modalité sensorielle et d'autres propriétés dans une autre modalité sensorielle. Ici, des formes et un son. Donc, si on présente ces deux formes à des gens et qu'on leur demande lequel est Booba et lequel est Kiki, et ben Booba, c'est toujours le petit nuage, et Kiki, c'est toujours la petite forme avec des angles un peu pointus, un peu aigus. Alors, on ne sait pas véritablement pourquoi, mais on a commencé à établir une sorte de typologie de ces correspondances cross-modales, c'est-à-dire cross-modalité sensorielle, parce qu'elles ont des effets intéressants quand on les active, quand on les déclenche. Elles peuvent avoir des effets de facilitation sur la perception ou sur la décision. Donc, je vous mets d'autres exemples un petit peu plus concrets de correspondance, par exemple entre les ingrédients acides et les sons d'instruments aigus, ou entre les aliments amers et les sons graves du violoncelle, par exemple. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé cette correspondance-là entre la taille des objets et la hauteur des sons, et on a essayé de traduire cette correspondance bien documentée, mais somme toute assez fondamentale. Si je présente ça à Pernod Ricard, ils vont pas savoir quoi en faire. Donc, on a essayé de voir si ce mécanisme de correspondance, un mécanisme perceptif, permet et résistait à des contextes plus écologiques du stimulus, à des stimuli plus écologiques. Et voilà la contrepartie écologique qu'on a testée, c'est-à-dire qu'on sait que les bulles, la carbonatation, l'effervescence, c'est un marqueur de la fraîcheur perçue des boissons. Avant même leur consommation, s'il y a quelque chose qui pétille, on se dit ça va être rafraîchissant. Donc, on voulait travailler sur les bulles, sur l'effervescence. Donc, on a manipulé la taille des bulles, on a manipulé le son de la boisson, c'est-à-dire de la carbonatation. Je ne sais pas si vous entendez, mais là, vous avez un son de boisson carbonatée plutôt aigu, là plutôt grave. Et on a fait un plan factoriel complet où on associait les petites bulles à un son aigu, les petites bulles à un son grave, etc. Et ce qu'on recherchait, c'est des effets facilitateurs en conditions congruentes, petites bulles et son aigu, sur la détection, soit des petites bulles ou du son, qui permettaient également de déclencher plus facilement la représentation de fraîcheur chez les sujets.
Ça a parfaitement marché. On a bien montré que des mécanismes fondamentaux au niveau perceptif, bien étudiés en sciences cognitives, pouvaient être déployés dans des contextes plus écologiques, puisque les stimuli que vous venez d'entendre ou de voir, c'est des stimuli que vous pouvez avoir dans des publicités pour des boissons. Pensez à la publicité avec Uma Thurman et le Schweppes, c'est exactement ce genre de stimuli qui est utilisé pour donner envie aux gens d'acheter la boisson. Alors, c'est bien beau de travailler pour l'industrie, mais nous, ce qu'on aime, c'est effectivement résoudre des énigmes ou aider les industriels à résoudre des problématiques parfois opérationnelles. Mais on aime bien que les connaissances produites puissent venir en retour alimenter des projets qui sont pas du tout orientés vers des intérêts industriels, mais plutôt vers des grands problèmes, des grands défis sociétaux en santé publique. Et ce mécanisme de correspondance cross-modale dont je vous ai parlé, c'est-à-dire jouer dans deux modalités sensorielles pour avoir des effets d'augmentation de la perception, c'est un horizon très prometteur pour aider des patients qui souffrent de déficits sensoriels spécifiques. Donc nous, on s'est déjà positionné sur cette thématique avec une thèse brillamment défendue cette année, l'année dernière, pardon, par Kenza Draheni, Goût et cancer. Et elle a bien montré dans ses travaux que les patients sous chimiothérapie, alors ça dépend du traitement, ça dépend du cancer, mais souffrent de déficits sensoriels assez spécifiques sur la gustation et l'olfaction, qui peuvent être autant de barrières au plaisir pris lors des repas. Or, s'alimenter convenablement quand on est en rémission, c'est absolument fondamental, donc il faut faire quelque chose. Et ce mécanisme de correspondance permettrait peut-être, c'est ce qu'on espère tester dans un futur très proche, de pallier des déficits qui lèsent spécifiquement des modalités sensorielles en jouant avec des propriétés des aliments qui tapent dans d'autres modalités sensorielles indemnes ou pas impactées du moins par le traitement, par la chimiothérapie. Alors là, je vous ai parlé un petit peu de la perception du goût. Vous voyez qu'il y a des facettes complexes des mécanismes perceptifs, de l'intégration et de la pondération des contributions sensorielles, et qu'il y a énormément de sujets pour la communauté en sciences cognitives, et les connaissances dégagées peuvent venir intéresser les chercheurs. Maintenant, j'aimerais vous passer à la deuxième partie de ma présentation sur la perception des aliments, puisque vous allez voir que c'est une compétence un petit peu différente, un peu moins précablée à la naissance, puisqu'elle se développe donc avec l'âge, et la maturité de nos connaissances des aliments peut expliquer certaines facettes complexes de notre comportement alimentaire. Pour introduire cette section, j'aimerais revenir à l'un des pères fondateurs des sciences cognitives, le révolutionnaire en plusieurs sens Noam Chomsky, puisqu'il a révolutionné les sciences cognitives, la psychologie expérimentale, puisque c'est l'un des pères fondateurs des sciences cognitives, et puis le paysage politique aux États-Unis, et je crois qu'il continue encore. Euh, Vous savez que les sciences cognitives se sont structurées, constituées en réaction à un courant de pensée dominant qui dominait la psychologie expérimentale depuis la fin du 19e siècle, disons, qui s'appelle le comportementalisme. Le problème était un petit peu le problème en filigrane derrière les citations d'Escoffier et de Brillat-Savarin, c'est-à-dire que les psychologues se sont dit, bon, il faudrait que la psychologie satisfasse les critères de scientificité. Or, dans les critères de scientificité de l'époque, il y avait l'observabilité des objets d'étude, l'objectivité. Et qu'est-ce que la psychologie? Certainement pas une science de l'objectif, du moins la psychologie naïve. Si moi j'utilise ma psychologie naïve pour expliquer pourquoi vous allez chercher une bière dans le frigo, ça va être assez rapide. Je dis, voilà, il va chercher une bière dans le frigo parce qu'il a envie de boire une bière ou il a le désir de boire une bière. Envie, désir, ça, ce sont des entités mentales, des états mentaux qui sont pas observables. Je peux pas observer, comme j'observe des fourmis, les envies de quelqu'un. Je peux que les inférer, les déduire. Donc ça menaçait la scientificité de la psychologie. Donc ils se sont dit, pourquoi pas faire une psychologie, une explication des comportements humains en établissant des lois d'association entre des propriétés de l'environnement et des réponses comportementales, en faisant l'économie de ce qu'il y avait dans ce qu'ils appelaient la boîte noire, c'est-à-dire l'esprit des gens. Ils ne pensaient pas qu'il y avait rien dans notre esprit, c'est pas ça, mais ils pensaient simplement que méthodologiquement, il fallait absolument pas faire appel à ces entités mentales dans l'explication psychologique.
Alors tout ça, ça a donné des travaux très intéressants, mais il y a eu un écueil, expliquer le comportement verbal des enfants qui se développe très, très, très vite. Et ils ont, en partie échoué, et la réponse au livre de Skinner, Verbal Behavior, donc sur ce sujet, la réponse de Chomsky a signé un des arrêts de mort du comportementalisme, puisqu'il a réussi à montrer, avec une série d'arguments, que pour expliquer des facettes complexes du comportement humain, il fallait nécessairement étudier et intégrer à l'explication des capacités innées, acquises, des processus de traitement de l'information et surtout des structures de connaissances déjà là qui facilitent ce traitement des informations en provenance de l'environnement. Donc il faut réouvrir, le message était simple, réouvrons la boîte noire pour expliquer les facettes complexes du comportement humain. Le message a assez bien pris. C'est quelque chose qui est maintenant bien intégré pour des comportements dits nobles de l'être humain, c'est-à-dire le langage, le raisonnement, les mathématiques, etc. Euh, mais certains comportements, faute peut-être de complexité apparente, sont passés un petit peu à la trappe et le comportement alimentaire en fait partie. Pourtant, le comportement alimentaire a ses mystères et ses énigmes et est loin d'être simple. Et je voulais vous prendre un exemple d'un comportement, ou plutôt une disposition comportementale sur laquelle je travaille depuis 6 ans, que l'on appelle la néophobie alimentaire. Alors, c'est pas spécifiquement humain, ce comportement. C'est une disposition qui est distribuée chez les animaux qui touche certains domaines un peu prioritaires en termes de fitness, c'est-à-dire en termes de survie et de reproduction, comme la recherche de nourriture, la recherche de partenaires sexuels, la fuite devant des prédateurs. Et la néophobie, c'est tout simplement la peur du nouveau, donc de nouveaux stimuli ou de nouvelles situations. Or, la version alimentaire de la néophobie alimentaire, la peur des nouveaux aliments ou des nouvelles situations alimentaires, est l'une des barrières psychologiques principales, voire la barrière psychologique principale à une alimentation variée chez le jeune enfant. Les enfants, vers 2-3 ans, en viennent à rejeter, sur la base de l'apparence visuelle, des aliments, principalement des fruits et des légumes, selon la littérature, qu'ils acceptaient auparavant. Et mon travail, quand je suis arrivé dans le domaine alimentaire, puisque je ne suis pas issu, c'était de comprendre ce qui se passait en fait dans le développement de l'enfant, qu'est-ce qui était responsable au niveau cognitif de ce basculement. Et la première piste qu'on a explorée, et puis qu'on continue d'explorer puisque c'était la bonne idée, je pense, c'était d'étudier le développement des connaissances alimentaires. On pouvait formuler l'hypothèse sur des bases purement théoriques et spéculatives que les enfants qui manifestaient des forts rejets alimentaires étaient des enfants pour qui tout était nouveau soudainement, parce que à ce moment de leur développement se formait leur première représentation conceptuelle des aliments, et chez les enfants où ces représentations conceptuelles n'étaient pas achevées, n'étaient pas pleinement développées, eh bien, il y avait beaucoup de sentiments de nouveauté, puisqu'elles n'étaient pas encore complètement fonctionnelles pour reconnaître les objets comme étant des aliments. Et la conséquence de cela, c'était un nombre important de rejets alimentaires. Donc, on a commencé à étudier l'expression de la néophobie alimentaire parallèlement au développement des connaissances alimentaires. Alors, c'est ce qu'on a fait dans une thèse soutenue par Camille Rioux, qui travaille toujours sur la même question, mais cette fois-ci chez le bébé descendu un petit peu avant 3 ans pour voir les précurseurs, justement. Et elle fait ça au Max Planck à Berlin. Et là, je vous montre une des procédures qu'on a utilisées dans nos expériences. Je ne peux pas vous présenter les protocoles et les résultats, je n'ai pas le temps, mais là, ça vous donne une idée un peu du genre de test très simple qu'on fait avec les enfants de 3 ans. Ils ont 12 images de légumes, des fruits comme distracteurs, donc 12 images pardon, de fruits et de légumes avec quelques fruits comme distracteurs. Et la tâche est très simple, ils doivent trouver tous les légumes et les mettre dans la boîte à légumes et les autres trucs dans la boîte à autres trucs. Et en fonction d'une des erreurs, on peut calculer comme un indice de finesse de grain de leur catégorie légumes, qui est une catégorie taxonomique. J'y reviendrai. Donc vous voyez les stimuli qu'on a utilisés. On a fait varier la couleur pour pas que ce soit trop facile, parce qu'on aime bien analyser les erreurs.
C'est parfois plus informatif que les bonnes réponses. Et ce qu'on a montré, c'est que effectivement, on avait raison. Il y avait bien une relation pas triviale, significative, entre la maturité du système de catégorisation des aliments, c'est ça, hein, discriminer entre des légumes et des fruits, et l'intensité des rejets alimentaires, une relation négative, c'est-à-dire que plus vous avez des concepts fins et opérationnels, disons, plus vous avez tendance à goûter à peu près tout, et plus vos concepts sont sketchy, pauvres, disons approximatifs, plus vous avez tendance à rejeter des aliments sur la base de leur apparence visuelle. Ça a une implication, hein, au-delà de l'intérêt de montrer qu'une variable cognitive prédit en partie, bien sûr, c'est pas l'alpha et l'oméga de la néophobie, hein, c'est juste un facteur parmi d'autres, mais ça prédit en partie l'intensité des rejets. Donc, ne serait-ce que de montrer ça, ça donne raison à un chomskien alimentaire comme moi, c'est-à-dire que il faut effectivement ouvrir la boîte noire pour avoir une compréhension un peu globale de certaines facettes complexes du comportement alimentaire. Il faut étudier les compétences, et comment ça se développe chez l'enfant dans le domaine alimentaire, parce que c'est un domaine assez spécifique. Mais au-delà de ça, ça a des implications aussi pour bien, un enjeu sociétal qui me tient à cœur et dont on parle pas tant que ça, c'est pour l'éducation alimentaire. Si je vous pose la question à qui incombe l'éducation, la charge de l'éducation alimentaire en France, personne ne sait véritablement. Tout le monde se renvoie un petit peu la balle. C'est un peu les parents, mais enfin bon, il y a quand même les cantines. Mais les cantines, c'est un peu les municipalités qui définissent le cahier des charges, mais souvent elles sous-traitent avec des prestataires qui sont du privé. Donc est-ce que c'est plus le prestataire ou la municipalité ou les parents qui éduquent les enfants à l'alimentation? Est-ce qu'il y a besoin d'éduquer les enfants à s'alimenter? C'est une vraie question aussi. Tout ça, disons, ce sont des questions qui sont pas, dont les réponses à l'heure actuelle sont pas à la hauteur des enjeux, parce que les enjeux, c'est endiguer l'épidémie d'obésité infantile, favoriser le développement physique et cognitif des enfants par une alimentation variée. Alors que actuellement, les programmes d'éducation fondés sur la preuve, c'est-à-dire les programmes d'éducation qui sont ancrés dans la connaissance scientifique des apprentissages chez l'enfant, ça concerne essentiellement le langage et les mathématiques, hein. Il suffit de regarder le conseil scientifique du ministre Blanquer, présidé par Dehaene. J'ai pas vu la thématique de l'alimentation sortir comme thématique prioritaire. Je pense que c'est dommage, puisque maintenant l'état de l'art est là et mérite d'être exploité pour construire des programmes d'éducation à la nutrition, mais pas essentiellement, à l'alimentation de façon plus générale. Et certains pilotes ont été testés aux États-Unis et sont extrêmement prometteurs, j'en reparlerai. L'idée derrière ces nouveaux programmes fondés sur la preuve, c'est de se servir de nos connaissances scientifiques pour enrichir efficacement les connaissances précoces des enfants et ainsi agir plus durablement sur les processus de prise de décision alimentaire. Fini les messages prescriptifs, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour. Les prescriptions, c'est pas un objet de compréhension. Et à partir du moment où comprend pas, où on ne comprend pas, on a tendance à moins retenir en mémoire et à moins intégrer le message à nos routines quotidiennes. Alors, enrichir les connaissances des enfants, c'est très bien, mais il ne s'agirait pas d'enrichir que les représentations conceptuelles dont j'ai parlé, c'est-à-dire les catégories taxonomiques. Donc, une catégorie taxonomique, c'est un type de structure de connaissances très particulier. Par exemple, c'est ce que vous avez pour le concept de chien. C'est un concept taxonomique. C'est-à-dire qu'il reçoit des membres qui sont plus spécifiques. Par exemple, un bulldog français, eh ben, ça tombe sous le concept de chien comme un dalmatien, par exemple, ou canet corso. Et puis, le concept de chien va être tombé sous un concept plus général, canidé, et ensuite mammifère, ensuite animal. Et vous voyez que ces concepts sont structurés de façon hiérarchique, avec certains qui sont subordonnés, d'autres au niveau de base, c'est-à-dire notre niveau par défaut de compréhension du monde, et certains superordonnés, c'est-à-dire beaucoup plus généraux, comme le concept de mammifère. Se limiter à enrichir ces connaissances-là, ce serait dommage, parce que même si ce sont celles qui sont les plus citées dans les programmes basés sur la nutrition, éduquer à l'alimentation, c'est pas éduquer à la nutrition. Il y a plus que cela. Et on s'est intéressé à ça dans un projet européen qui s'appelle Edulia, un très gros projet international européen. Et nous, ce qu'on a fait, c'était également
avec un partenaire, le département de psychologie de l'université de Stanford. Et ça correspond à la thèse d'une de mes doctorantes que j'ai le plaisir de co-diriger avec le professeur Thibault au LEAD à Dijon. Donc, les représentants, percevoir quelque chose comme un aliment, c'est percevoir effectivement comme un légume, ça c'est une catégorie euh, taxonomique, mais c'est aussi le percevoir comme un truc du petit-déj, si vous voulez, ou comme quelque chose qui va bien aller avec mon poisson, un condiment. Ces catégories-là qui groupent des objets de nature différente pour d'autres raisons que leur appartenance à un même taxon, c'est ce qu'on appelle les catégories thématiques ou script. Donc les catégories thématiques, ça groupe les objets qui sont complémentaires, comme un chien et une laisse. Hein, une laisse, c'est un artefact, un chien, c'est un animal. Il n'y a aucune raison de mettre dans la même représentation un chien et une laisse, sauf la complémentarité des deux objets. Et il y a d'autres types de catégories, les catégories script, qui, eux, permettent de grouper des objets parce que ces objets appartiennent à un même contexte, délimité dans le temps et dans l'espace, ou alors essentiellement dans le temps. Par exemple, si je vous mets des images d'aliments, donc il y a des légumes, il y a des fruits, il y a toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, il va y avoir du foie gras, des huîtres, une dinde au marron et une bûche de Noël. Bah, peut-être que vous allez constituer une catégorie qui s'appelle les choses qu'on mange à Noël, ou la catégorie repas de Noël, où vous allez mettre les huîtres, le foie gras, le chapon et la bûche. Alors même que ce sont des aliments qui appartiennent à des groupes taxonomiques différents. Et ça, c'est très important pour orienter nos comportements alimentaires, puisque on mange pas des aliments, on mange pas des légumes uniques, on mange pas des fruits, on mange des préparations culinaires où les aliments se côtoient suivant des règles de combinaison qui sont relativement inarticulées, mais dont la maîtrise permet de prédire justement la libéralité sur le plan alimentaire. C'est ce que montrent nos travaux. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait ça aux États-Unis, on a fait ça en France. Là, vous voyez le type de relations thématiques qu'on a pu explorer avec des petits-enfants américains en Californie. Ça, c'est un gâteau d'anniversaire. Bon, traditionnellement, les Américains mettent des boules de glace à l'intérieur. Ne me demandez pas pourquoi. Donc il y a une association entre glace et gâteau, entre glace et couteau, entre glace et entre le gâteau et le snack, et entre le gâteau et les cadeaux d'anniversaire. Tout ça, c'est que des relations, si vous voulez, qui sont soit thématiques, soit qui renvoient au moment de l'anniversaire et qui permettent aux enfants de bien voir qu'il faut les grouper ensemble. Les relations thématiques-là sont intéressantes parce que on a pu comparer premièrement le développement en fait de ces catégories thématiques entre 3 enfin entre 30 et 60 mois, 80 mois, pardon, chez les petits Français et chez les petits Américains. Alors même s'il est difficile de comparer la population américaine et la population française, parce qu'à chaque fois, vu que les catégories thématiques sont sensibles aux variables culturelles, par exemple, la boule de glace avec le gâteau d'anniversaire, ça va pas marcher en France. Bon, donc on doit adapter le matériel. Donc, faut prendre tout ça avec un grain de sel, disons, mais on voit bien qu'il y a des trajectoires développementales à peu près identiques, sauf pour les représentations des repas. Ce que c'est qu'un petit déjeuner, ce que c'est qu'un dîner, ce que c'est qu'un déjeuner, ce que c'est qu'un goûter. Là, on a eu des différences importantes entre les Français et les Américains. Par exemple, il n'y a pas d'effet de l'âge, quasiment pas d'effet de l'âge sur les petits-enfants français. C'est-à-dire que dès le départ, dès 30 mois, vous vous rendez compte, ils ont des représentations de ce que doit être un repas, de la composition d'un repas, comme le dîner, assez juste. C'est-à-dire qu'ils vont choisir les bons aliments, les aliments qu'on a tendance à présenter à dîner. Ces relations thématiques-là, donc, elles ont deux fonctions. Premièrement, venir enrichir les programmes d'éducation alimentaire fondés sur la preuve, c'est-à-dire qu'on va booster différents types de connaissances alimentaires, pas que les taxonomiques. On va aussi travailler sur ce que c'est qu'un repas, montrer aux enfants que les repas, la composition des repas, c'est variable culturellement pour qu'ils soient pas trop rigides dans leur script alimentaire, pour le dire techniquement. Et ça, c'est très important. On a montré que la maturité des catégories thématiques, on est en train de le montrer, prédit aussi l'intensité de la néophobie. Donc ça montre bien que si on veut, disons, surmonter la barrière des rejets alimentaires chez l'enfant, on doit aussi travailler sur ces connaissances. Et comme ces connaissances, c'est les plus difficiles,
Il y a peu de gens qui travaillent dessus, justement parce qu'elles sont instables, dynamiques, culture dépendantes. Et donc, c'est ce qui nous motive, nous, de nous attaquer aux problèmes les plus difficiles. Et ces relations thématiques-là, même si on les étudie chez l'enfant, elles ont aussi une pertinence pour la créativité culinaire. Donc, au même titre que j'avais fait un parallèle entre les mécanismes de la perception du goût et la créativité culinaire, avec cet exemple du plat de trois gros, j'aimerais faire un parallèle entre le programme de recherche sur la catégorisation thématique et les processus à l'œuvre dans la créativité culinaire. Donc, les relations thématiques, on le sait, puisque maintenant il y a une littérature en psychologie de la créativité. On le sait, les relations thématiques guident souvent en fait la créativité scientifique. Kekulé, par exemple, a trouvé la structure du benzène en réfléchissant au symbole, par analogie avec le symbole de la gnose, l'ouroboros. William James a développé sa théorie de la conscience à partir d'une analogie avec un cours d'eau. Donc il y a ce processus à l'œuvre dans même la pensée scientifique de mettre en rapport des choses de nature différente uniquement parce qu'elles partagent certaines propriétés, parce qu'elles entrent dans certaines relations thématiques qu'il faut par la suite bien sûr expliciter. Ça, c'est également vrai dans la créativité culinaire. C'est même encore plus flagrant. Un plat qui fonctionne très bien, un plat inventif, c'est un plat avec presque une structure narrative en filigrane, des relations thématiques entre les ingrédients. Vous n'allez pas regrouper les ingrédients dans votre plat sur la base de l'appartenance à des catégories taxonomiques. Sinon, vous n'auriez que des plats de fruits, que des plats de légumes. Il n'y aurait jamais aucune association étrange. Là, vous avez un plat, c'est du lait, pareil, pressuré de lait, des mousserons et du foin. C'est Michel Troisgros qui sert ça dans son restaurant. Avant, c'était à Roanne, maintenant, c'est à Ouche. Champignons, ça n'a rien à voir avec du lait, ça n'a rien à voir avec du foin, a priori. C'est des objets qui n'ont rien à voir. Les champignons, c'est même pas un végétal, c'est quelque chose à part. Donc, quel est le rapport dans tout ça? Parce qu'il faut un rapport, il faut pouvoir expliquer l'histoire aux clients. Eh bien, en fait, les mousserons, ça a une forte odeur de foin, ça pousse dans les prés, là où on récolte le foin. Le foin, c'est aussi la base de l'alimentation de la vache qui produit le lait. Vous voyez qu'en fait, il y a des sortes de circulations entre ces ingrédients, des circulations qui sont proprement thématiques, qui envoient soit des relations causales, par exemple, la vache mange du foin pour produire du lait, soit des propriétés sensorielles, par exemple l'odeur de foin dans le mousseron, mais aussi les mousserons qui poussent dans ce qui donne le foin par la suite, donc des propriétés spatiales, hein, comme dans les catégories script. Donc vous voyez que ces relations thématiques-là, elles sont déjà très riches dans les processus de créativité culinaire. Donc il y a fort à parier qu'en les enrichissant chez les enfants, on puisse les transformer en petits foodies. C'est du moins le pari que moi je fais. Et les chefs eux-mêmes le disent, hein, quand Trois Gros parle de son plat, il dit il y a un lien très évident entre la cueillette des champignons, le foin, le mousseron et le lait. C'est une association indissociable, donc c'est presque oxymorique, et c'est une histoire commune. Donc il a bien conscience de la narration qui permet d'articuler, de donner une cohérence à tous ces ingrédients. Alors, rien à voir avec l'appartenance à des catégories taxonomiques a priori. Et Edmund Burke dit la même chose. C'est dans un passage très amusant des recherches philosophiques sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, où il parle du goût et de l'odorat, et c'est dans la section les amers et les puanteurs. Et il se demande s'il y a du sublime alimentaire, qui est une question que je m'étais posée d'ailleurs il y a un an avec un collègue de l'Institut Jean-Nicot, qui est mon labo d'affiliation, un philosophe, qui a un projet NR sur le sublime. Et en fait, il dit oui, oui, c'est tout à fait possible, notamment les goûts qui menacent un peu la conservation de soi, c'est-à-dire l'amertume, justement les goûts compliqués, pas faciles, quand ils sont modérés et quand ils sont pris dans une description ou une narration, ces goûts-là ou ces odeurs-là, qui peuvent être un peu dérangeantes, peuvent devenir des sources du sublime, qui est une émotion esthétique très particulière. Je n'ai pas le temps de vous et puis après, il donne des exemples. Donc, vous voyez que les mêmes mécanismes qu'on étudie chez l'enfant en psychologie du développement cognitif finissent par se retrouver dans la psychologie de la créativité culinaire chez l'adulte. Et c'est ça qui nous fascine, c'est la circulation entre nos projets de recherche parce que les mécanismes restent les mêmes.
Donc, ce que j'ai voulu vous montrer dans cette présentation, c'est que les sciences cognitives ont beaucoup à dire sur la perception du goût et la perception des aliments, que la connaissance de ces mécanismes peut venir alimenter l'innovation culinaire, mais également résoudre des problèmes de santé publique importants. Et surtout, je pense que la créativité culinaire mérite d'être stimulée au-delà de la physique et de la chimie des aliments par les sciences de l'esprit auxquelles vous appartenez. Je vous remercie de votre attention.